Bonsoir, bienvenue sur le plateau des webinaires de la profession organisé par l'Ordre national des architectes. Je suis Marjane Samfar, élue et conseillère de l'Ordre national. Ces webinaires sont organisés une fois par mois sur des thèmes divers qui touchent la profession et l'acte de construire. Ce sont des webinaires accessibles à tous. Il faut que je vous rappelle effectivement que votre présence dans ces webinaires vaut pour une formation complémentaire. Il y a une attestation par mail qui vous sera transmise en ce qui concerne les architectes. Et rappelez que vous devez faire votre formation, 20 heures de formation par an. Et les conférences en font partie et les tables rondes également. Il y aura un temps de questions et de réponses à la fin. Vous pouvez poser vos questions dans notre chat et on tâchera d'y répondre dans le quart d'heure de la fin. On va discuter pendant 3 quarts d'heure ensemble. Et si les questions sont trop pointues, on peut aussi vous apporter des réponses lors des rediffusions par la suite. Ne vous inquiétez pas, tout sera traité. Je remercie tous les organisateurs ce soir de l'équipe, Nathalie Lajart, Audrey Joc, Léo Vergafig et Léonard Mir. Donc pour l'organisation de ce webinaire. Et donc ce soir, nous recevons pour le thème de comment réussir la transition foncière, l'Institut de la transition foncière, la déléguée générale, Madame Margot Holwood. Voilà. Madame Clémence de Selva, architecte de l'agence Selva et Mogin. Monsieur Maximilien Derrien, directeur du GIP Grand Projet de Ville Rive Droite de Bordeaux, ainsi que Monsieur Michalis Montarnier, architecte associé de l'agence Keno Architecte. Donc, la question de la transition foncière et la sobriété foncière, c'est une question qui revient au cœur de nos questions d'aménagement. Les sols reviennent au cœur des questions. On ne parle plus seulement du foncier, mais des sols. Et la loi climat et résilience de 2021 qui fixe l'objectif de zéro artificialisation des sols à l'horizon 2050 a mis un coup d'accélérateur sur la prise de conscience et la volonté politique de vouloir regarder les sols de manière plus résiliente et a mis l'accent sur la raréfaction aussi du foncier et le fait qu'il va falloir ménager nos sols. On va dire que ça va sonner la disparition, ça va faire disparaître l'étalement urbain et aider à ce qu'on maîtrise mieux et arrêter la disparition de nos sols agricoles. Mais on va aborder tous ces sujets de manière un peu plus détaillée. Vous êtes tous ici des personnes qui œuvraient pour la sensibilisation et même de manière opérationnelle la révision de nos façons de faire. Il y a un véritable changement de paradigme aujourd'hui chez les politiques, les responsables, les aménageurs, les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre. Et pour nous, au sein de l'Ordre national, suite à notre plaidoyer et les préconisations qu'on avait fait, on pense que c'est important de montrer les exemples de tout ce qui est déjà fait et qui sont exemplaires pour que d'autres puissent en faire autant et faire progresser le système. Donc, Margot, est-ce que vous voulez bien présenter ce que vous faites à l'Institut de la transition foncière et quelle est votre démarche sur les sols vivants? Merci. Bonjour, merci beaucoup Marjane de me permettre d'introduire cette table ronde. Alors effectivement, je vais dire un petit mot sur l'Institut tout d'abord avant de poser quelques enjeux de définition sur ce que sont les sols et puis aussi le cadre un petit peu législatif et réglementaire dans lequel on s'inscrit aujourd'hui. Alors l'Institut de la transition foncière a été créé sous format associatif, hein, c'est une association loi 1901, dans le but de réaliser précisément ce que vous venez de dire Marjane, c'est-à-dire de passer d'une vision du sol comme un foncier, comme une surface qu'on peut aménager, qu'on peut bâtir, sur laquelle on peut construire ou construire dessous,
a une vision des sols vivants, c'est-à-dire des sols avec leurs écosystèmes, leurs fonctionnalités. Donc, je vais revenir dans un instant sur ce que c'est que ces sols. Pour faire advenir cette fameuse transition foncière, ce changement de vision, l'Institut s'est donné 3 missions. Une première mission de recherche. On a co-créé une chaire de recherche avec l'Université Gustave Eiffel, qui est la chaire transition foncière. On a une activité également de plaidoyer sur les enjeux, en particulier de zéro artificialisation nette, que vous connaissez bien. Et le cœur de l'activité de l'Institut, c'est vraiment son originalité, c'est de travailler à la production d'outils opérationnels pour les acteurs, donc effectivement maître d'œuvre, maître d'ouvrage, sur les questions de modèle économique de la sobriété foncière, sur les questions de standards, notamment en particulier sur la question de la qualité des sols, comment est-ce qu'on mesure la qualité des sols de manière standardisée. Donc tout un ensemble de questions auxquelles on essaie de répondre pour faire en sorte que cette transition foncière puisse advenir et qu'on ne s'arrête plus à des enjeux tels que c'est trop cher, c'est trop compliqué, on ne sait pas faire. Donc ça, c'est l'activité de l'Institut. Maintenant, donc, j'en viens à ce que je voulais présenter en particulier, à savoir ce que c'est qu'un sol d'abord et ensuite le cadre légal dans lequel on s'inscrit. Le sol, c'est un terme qui est éminemment polysémique. Si on parle de sol, ça peut être pour un architecte d'intérieur bien autre chose que pour un agriculteur ou un pédologue. Nous, là, ce sur quoi on s'appuie, enfin ce à quoi on s'intéresse, c'est au sol comme sol vivant, et donc la définition des pédologues qui est la partie superficielle de la croûte terrestre, donc la partie meuble, là où poussent les racines. Ces sols, il faut bien avoir en tête qu'ils mettent des centaines d'années à se constituer. L'état actuel des sols, c'est le résultat d'un processus extrêmement long qui part d'une roche-mère, un matériau parental, et qui est dégradé au fur et à mesure par le climat, le relief, l'eau. Et ça prend extrêmement longtemps, donc le sol n'est pas quelque chose de renouvelable à l'échelle humaine. Ça, c'est quelque chose à bien avoir en tête. Bon, je vous ai mis quelques petits schémas de recherche qui ne sont pas très élégants, mais qui permettent d'avoir ces idées de temps long et d'interaction. Il y a des interactions verticales, des interactions horizontales. Donc, ça vient tout de suite jouer sur les enjeux de pleine terre aussi, sachant qu'il y a une circulation qui se fait du bas aussi vers le haut de la roche-mère vers les minéraux, les végétaux. Donc ça, c'est pour le petit aspect définition, savoir bien de quoi on parle quand on parle de sol. Maintenant, je vais passer cette fois-ci la slide. Maintenant, à partir de ces propriétés du sol, les sols, ils ont un certain nombre de fonctions. Alors, il y a un grand débat sur fonctions, services, combien il y a de fonctions, combien il y a de services. Nous, on va se baser sur la définition qui est désormais inscrite dans la loi, celle de la loi climat et résilience, qui distingue 4 fonctions des sols. La fonction hydrologique, donc rétention, filtration de l'eau. La fonction climatique, comme séquestration du carbone. La fonction biologique, avec la biodiversité du sol. Je fais une petite incise en signalant que des chiffres récemment mis à jour montrent qu'il y a dans le sol, et non pas au-dessus, 59% de la biodiversité mondiale. C'est absolument considérable. Et enfin, le potentiel agronomique, qui est un peu la 4e fonction. Et ces fonctions, elles donnent un certain nombre de services aux humains. Donc là, vous en avez un certain nombre affichés à l'écran, mais des services qui vont justement de la production de nourriture, l'agriculture, à la prévention du risque inondation avec la rétention de l'eau, à la filtration de l'eau pour sa qualité, et jusqu'aux services culturels, paysagers qu'on peut en retirer. Donc voilà, tout ça pour dire que préserver les sols, c'est préserver ses fonctions, et c'est préserver en dernière instance les services qu'on en retire. Donc on comprend assez vite que c'est essentiel. Il y a un certain nombre de menaces qui pèsent sur les sols, vous vous en doutez. Des menaces liées aux pratiques agricoles, bien sûr, avec des enjeux de pollution. Pollution qu'on peut retrouver aussi près des usages industriels, mais également des menaces liées à la fameuse artificialisation des sols. Et c'est là-dessus que je voulais en arriver pour faire un tout petit historique du cadre légal sur ce sujet-là. Les sols, ils ont été très longtemps éparpillés, et ils le sont encore, entre un grand nombre de politiques publiques. Ils n'ont pas leur politique publique, ils n'ont pas leur agence. Il y a l'agence de la maîtrise de l'énergie, l'office de la biodiversité.
On n'a pas une structure spécifiquement sur les sols et donc on a un éparpillement des politiques entre l'agriculture, la forêt, l'aménagement. La préoccupation de la protection, de la préservation des sols, elle est assez tardive. Le premier élément qu'on peut citer, c'est la loi SRU, qu'on connaît en général pour autre chose, et qui la première loi qui incite à une utilisation économe de l'espace. Après cette loi, on a eu ensuite le Grenelle en 2009, la loi Allure en 2014, et en fait, le rythme d'artificialisation des sols n'a pas ralenti sur toutes ces périodes, malgré donc ces objectifs fixés dans la loi. Et c'est donc au terme de toute cette historique, ces échecs en fait successifs de politique publique, qu'on en est arrivé à inscrire dans la loi l'objectif de zéro artificialisation nette, donc en 2050, avec une trajectoire, un temps à mi-chemin, donc moins 50% d'artificialisation en 2031. Donc il faut bien comprendre ce contexte, qu'il y a un besoin de protection des sols et que les différentes politiques publiques préexistantes n'ont pas permis d'aboutir. Donc là, pour la première fois, on a un objectif chiffré, une trajectoire et une définition, donc les 4 fonctions des sols. Donc c'est une véritable avancée. Je terminerai peut-être par un tout petit point aussi sur le contexte européen qui bouge beaucoup en ce moment sur cette question des sols. L'Europe a été assez précurseuse avec un projet de directive sur les sols dès 2006 qui était assez ambitieux, qui n'a pas abouti du fait du blocage de plusieurs pays, dont la France. Et voilà, l'Europe a décidé de prendre les choses un petit peu autrement avec une stratégie sur les sols, une stratégie qui a été adoptée, qui était non contraignante et qui a abouti ensuite au règlement Restore, dont vous avez peut-être entendu parler, qui fixe là encore des objectifs contraignants de restauration des sols et des écosystèmes en général. Et l'Europe travaille actuellement sur une directive sur la surveillance des sols et le suivi de leur qualité. Donc ça va venir encore préciser les enjeux de définition qui sont nécessaires et donner un cadre européen à cette réduction de l'artificialisation et de restauration des sols. Merci beaucoup. Clémence de Selva, l'idée c'est de montrer à tous les niveaux auxquels les architectes peuvent intervenir aujourd'hui sur la question du sol et du foncier. Et vous avez été lauréate du programme, une des lauréates du programme des territoires pilotes de sobriété foncière. Et dans ce cadre-là, vous avez créé l'Atlas du foncier invisible avec le Grand Poitiers. Ça nous intéressait beaucoup de savoir vraiment à un niveau très en amont des sujets, comment vous avez pu accompagner effectivement les collectivités à avoir un autre regard sur le foncier et comment vous avez repéré tout ceci. Merci Marjane de me donner la parole sur ce sujet. Alors, c'est vrai que c'est pas un sujet sur lequel c'était plutôt un sujet vraiment très en amont par rapport à notre travail d'architecte et d'urbaniste habituel. Et alors, pour rebondir sur ce que disait Margot, c'est vrai que l'irruption des sols et de leur qualité, services, fonctions, enfin au cœur des préoccupations des acteurs de la ville, c'est vraiment un grand changement de culture. Mais c'est justement un savoir il faut le prendre vraiment comme une opportunité et qui va donner et se servir de cette nouvelle culture comme pour donner corps en fait aux objectifs de sobriété foncière. Et alors, le champ de la sobriété foncière, c'est l'ensemble des pratiques qui vont permettre justement d'éviter de consommer du sol plutôt que d'avoir à réparer après. Alors, ce dont on s'est aperçu en travaillant sur territoire pilote de sobriété foncière, c'était que finalement, la sobriété foncière relevait d'une multitude de pratiques, réhabilitation, recyclage de friches, densification de zones d'activité, habitat léger, urbanisme transitoire, enfin, disons que beaucoup de pratiques n'étaient pas toujours reliées immédiatement à la sobriété foncière et puis qui convoquaient en plus des outils multiples, fonciers, réglementaires, enfin on avait du mal à s'y repérer. Donc vraiment, ce qu'on a appelé l'Atlas du foncier invisible, il a été développé pour justement offrir un panorama le plus complet possible de tous les leviers de sobriété foncière sous un angle gisement et ressources. Alors,
Donc, comme tu l'as rappelé, Marjane, il a été réalisé pour le territoire du Grand Poitiers dans le cadre de territoire pilote de sobriété foncière, qui était une expérimentation nationale portée notamment par le PUCA. L'objectif initial était de révéler puis de tester des sites démonstrateurs de sobriété foncière dans 4 territoires qui étaient volontaires. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de ce petit atlas, qui est une sorte de petit produit dérivé finalement de cette étude? C'est un petit manuel qui s'adresse aux élus, aux techniciens, aux acteurs locaux pour déchiffrer les situations justement permettant de faire la ville sur la ville sans consommer de nouveaux sols. Ce qui n'était pas une évidence première parce que justement, bien souvent, pour les élus, dynamisme territorial, c'est synonyme d'un nouveau lotissement pour attirer des nouveaux ménages, etc. Donc, le fait de plus justement avoir accès à ça, c'est pas du tout une évidence. Donc, ce petit atlas, on l'a illustré de situations urbaines courantes, permettant presque de dresser aux élus de dresser leur propre panorama des opportunités foncières et de réaliser quelque part un gisement éclairé des opportunités d'intensifier, donc sans construire, ou de densifier, donc en construisant mais sans artificialiser justement. Donc c'est ce que je vais expliquer maintenant à travers le sommaire de l'Atlas là qu'on voit à l'écran. Donc vraiment la première voie, la première ressource qu'il faut mobiliser en priorité, c'est le bâti, c'est-à-dire les mètres carrés qu'on a déjà, qui sont déjà construits. Parce qu'évidemment, c'est tout ce qu'on n'aura pas besoin de construire. C'est évidemment la sobriété foncière, elle est d'abord dans l'économie de matériaux également. Donc, c'est par exemple lorsque le bâti est vacant. Alors, les bâtis vacants, ça se voit parce qu'on voit des volets fermés, ou alors il n'y a plus de recettes foncières, etc. Mais il y a une autre ressource qui est moins connue. C'est le bâti lorsqu'il est sous-occupé, c'est-à-dire qu'il est insuffisamment occupé par rapport à l'usage pour lequel il a été conçu. Alors, par exemple, je donne l'exemple dans le cas des logements, c'est vraiment le grand sujet des décennies à venir parce que on sait statistiquement que les ménages sont de plus en plus petits, sont souvent composés majoritairement d'ailleurs d'une seule personne. Et parallèlement, on a un parc de logements qui est fait de grands logements, majoritairement de grands logements de 5 pièces et plus. Et donc, tout ça génère une inadéquation, tout ça génère une sous-occupation qui est assez importante, qui est mal connue, qui a un gisement un peu invisible parce c'est pas du bâti qui est vide, mais qui représente quand même environ, statistiquement, environ 8 millions de logements en France, qui est bien plus que ce que représente la vacance. Donc, tout ça, c'est une question aussi qu'on peut se poser pour les bureaux, avec le développement du télétravail, pour les équipements publics aussi, que souvent les collectivités connaissent pas forcément très bien, connaissent pas forcément les plannings, etc. Donc, tout ça, cette première voie, c'est-à-dire s'occuper vraiment de ce qui est déjà là, des mètres carrés qui sont déjà là, c'est tout ce qui va aboutir aux solutions qu'on appelle d'intensification, c'est-à-dire où il s'agit de mieux se partager en fait ce qu'on a déjà. Donc les solutions, on va optimiser l'usage d'un équipement public en testant des usages par exemple par le transitoire, mais c'est aussi des questions qui ne sont pas forcément immédiatement spatiales. Par exemple, comment travailler sur la sous-occupation des logements, c'est peut-être en travaillant sur les parcours résidentiels, la disponibilité d'une offre, la variété de l'offre dans les quartiers, etc. Donc c'est vraiment des voies qui sont assez multiples. Et puis la deuxième voie, c'est toute la partie droite du sommaire là. C'est une fois qu'on a vraiment examiné le bâti, c'est travailler sur le foncier déjà artificialisé, donc en intervenant en réparation dans les tissus urbains vraiment déjà existants. Donc lorsqu'il y a des parcelles ou du foncier qui est vacant, donc par exemple des dents creuses, les petites friches en ville, ou les grandes friches ferroviaires, industrielles, etc. Mais on a aussi, alors nous on a appelé ça le foncier sous-occupé, c'est-à-dire en fait toutes les réserves de densité qui sont entre guillemets contenues déjà dans les espaces urbains et qui permettent en fait d'insérer des nouvelles constructions, donc dans certaines zones pavillonnaires, dans certaines zones d'activité aussi. Dans certains grands ensembles, enfin globalement tous les tissus souvent monofonctionnels qui ont un petit peu échappé à la pensée sur la ville.
Et alors là, les solutions qui vont être convoquées, c'est vraiment des solutions de densification douce, on peut dire, quand on va quand il n'y aura pas de démolition, c'est ce qu'on appelle par exemple dans les tissus pavillonnaires, mais ça peut être aussi de la densification forte quand on est en recomposition, en renouvellement urbain, comme on dit. Donc voilà, donc la diapo d'après. Voilà, hop, ah non. La diapo d'après, donc c'est pour dire que finalement, ça met en valeur une variété de leviers de sobriété foncière qui sont à actionner presque en même temps, c'est-à-dire pour agir de façon un peu systémique, comme si on avait un mix de solutions disponibles, un peu comme un mix énergétique, en fait, pour dire aux élus aussi que même les communes qui n'ont pas de friche, par exemple, faute de passé industriel, et qui pourraient se dire moi, je ne peux pas faire de sobriété foncière parce qu'en fait, je n'ai pas de friche. Eh ben non, en fait, il y a forcément peut-être une entrée de ville un peu lâche ou voilà, une sous-occupation forcément structurelle parce qu'elle est souvent, statistiquement, elle existe sur tout le territoire. Donc, ça, c'est le premier message. Et le deuxième message, c'est que la sobriété foncière, finalement, c'est un peu la couche territoire d'une histoire qui est un peu plus grande, qui est celle de la transition écologique, qui nous dit qu'il va aussi falloir décarboner, aussi falloir rénover les bâtiments thermiquement, qu'il va aussi falloir produire de l'énergie, en fait, même en ville, qu'il va falloir retrouver aussi un peu de sol libre en ville parce qu'on a besoin voilà, d'une infiltration d'eau et de retrouver des fonctions. Donc finalement, une fois qu'on a parlé de gisement et qu'on a réussi à repérer tous les leviers de sobriété foncière, il faut comprendre comment... il faut aussi faire projet dans une logique soutenable. Donc c'est un peu la... voilà, on raconte ça aussi dans l'Atlas. C'est aussi des clés de projet pour intégrer, pour qu'à chaque fois qu'on passe en mode projet, en gros, on intègre les logiques de transition écologique, les logiques de juste programmation et aussi les logiques de tout simplement de qualité urbaine et de qualité des espaces urbains, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on intervient voilà, dans des endroits qui ont déjà un usage, déjà une occupation, donc avec des gens qui sont déjà là, des habitants qui sont déjà là. Donc il faut, partout où on va produire du plus, il faut aussi réussir à produire du mieux. Ça, c'est vraiment le rôle des urbanistes et des architectes, évidemment. Donc ça nécessite vraiment de garder en ligne de vue que cette sobriété foncière, elle est au service d'une stratégie urbaine qui a sans doute plus à voir avec une forme de ménagement du territoire, de prendre soin voilà, des espaces urbains, de l'environnement en même temps. Voilà. Merci. Eh bien, Maxime Derrien, une fois que vous avez l'atlas du foncier invisible entre vos mains, en termes de gouvernance, effectivement, vous avez des décisions à prendre. Et voilà, on va vous donner ça. Vous avez des décisions à prendre et vous êtes également architecte de formation. Donc, quand on est architecte, on peut aussi être maître d'ouvrage, aménageur et décisionnaire. Et dans le cadre donc de GPV, quand nous avons commencé à préparer donc cette table ronde, vous avez commencé par dire qu'il n'y avait plus de foncier nu. Il n'y avait plus de foncier nu et je trouvais que cette introduction était très claire, tout à fait dans notre thème, et de savoir comment maintenant, avec cette donnée-là, vous allez composer avec ce que vous avez sous la main. Vous n'avez plus rien à urbaniser, les formes urbaines doivent évoluer, vous avez du monde à loger encore et à faire travailler. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre stratégie et aussi votre territoire, parce que ça a des spécificités, si j'ai bien compris. Merci Marjane pour cette invitation. Merci. Le GPV Rive Droite, c'est d'abord un territoire qui est donc sur la rive droite de Bordeaux Métropole et qui rassemble les villes de Bassins, Senon, Lormont et Florac. Mais c'est aussi un groupement d'intérêt public et qui œuvre sur l'amélioration du cadre de vie et le développement social, le développement économique et le développement des transitions écologiques. Donc, nous coordonnons un projet territoire qui inclut l'ensemble de ses composantes
Et comme vous pouvez le voir donc, sur la diapositive, il est symbolisé par le territoire avec différentes couleurs. Le fil conducteur, le bleu, c'est la Garonne. La tache verte, c'est une entité naturelle qui est le parc des Coteaux, qui fait à peu près 500 hectares. En orange, c'est tous les projets de développement et de renouvellement urbain de l'habitat, pour permettre notamment de continuer à accueillir plus de 10 000 personnes par an sur la métropole. Et puis en orange, on va en parler, c'est tout le tissu économique qui sont les emplois dans aussi les enjeux de déplacement sur la métropole. Donc, comme vous l'avez dit, on est sur un tissu urbain qui est déjà constitué. On a plus de foncier nu. Les seuls terrains non bâtis, ce sont nos espaces verts. Donc on a aussi des enjeux fonciers sur ces espaces verts, d'abord pour les préserver à travers les PLU, mais aussi les préserver au sens de sa biodiversité. Le réchauffement climatique est à l'œuvre et on fait des études de résilience par rapport aux essences et dans l'objectif de préserver la biodiversité. Et on travaille déjà sur des expérimentations pour réfléchir à sa renaturation. Je vais beaucoup dire dans chacun des secteurs, mais c'est pour montrer que même le naturel est touché pour préserver la qualité du sol. Comme vous avez pu l'expliquer, le coteau, c'est 70 mètres de dénivelé avec beaucoup de pluies torrentielles qui vont s'accentuer dans les années. Et la question de l'érosion, pour le maintenir, est un enjeu aussi dans travailler sur les nouvelles essences de paysage. La deuxième couleur, donc la orange, elle correspond donc sur la plaine, sur des sites de développement. On voit bien l'attraction en fait de la métropole qui franchit la Garonne et qui vient sur cette plaine. Et les taches orange plus foncées sont tous les sites de renouvellement des quartiers politiques de la ville. Donc on est sur environ 900 logements qui sont démolis, 1600 qui vont être construits, 2000 qui vont être rénovés. Donc là, on est aussi dans toutes ces questions de transformation de ces quartiers pour améliorer la qualité de vie et décrouter, replanter pour qu'on ait plus d'îlots de fraîcheur pour ces qualités-là. Et nous travaillons aussi sous l'angle de l'économie circulaire. Je m'explique, nous avons réalisé une étude de métabolisme urbain pour voir toutes les ressources issues de ces déconstructions. Si potentiellement on préservait 100% de ces ressources, on s'est rendu compte qu'on n'était même pas à la moitié des besoins pour les nouvelles constructions. Donc ça, c'est un enjeu qui nous anime pour pouvoir orienter, avec notamment les bailleurs sociaux, la préservation de ces ressources dans ces déconstructions. Et nous avons été voir les exemples comme à Plaine Commune, qui ont tracé un chemin très intéressant pour montrer que c'est possible. Et nous avons engagé une démarche territoriale en ce sens. Et nous la présenterons dans une délégation métropolitaine au Forum des projets urbains mardi 19 en fin de matinée. Et qui montre vraiment comment un territoire avec sa métropole, ses aménageurs, ses bailleurs, ses maîtres d'œuvre peuvent agir dans la préservation de la ressource sur son propre sol. Ce soir, je voulais surtout vous parler des secteurs, des zones d'activité économique qui sont donc en violette. Pour vous partager un petit peu l'histoire de ces zones qui sont un peu parties d'un constat qu'il y avait très peu d'emplois sur cette rive droite avant les années 2000. On était on était aux alentours de 1000 établissements et la zone franche urbaine
a permis un véritable essor de l'attractivité économique avec des promesses notamment sur l'emploi, sur la défiscalisation pour les faire venir. Et on voit bien l'évolution en fait de cette attractivité avec une diversité dans sa programmation, dans son parcours résidentiel économique, avec notamment des hôtels d'entreprise, avec des infrastructures qui ont permis justement d'ancrer ces entreprises sur le territoire. Mais aussi dans le temps, depuis ces débuts des années 2000, un vieillissement qui s'est opéré dans ces zones, d'abord au niveau de l'espace public, avec toujours pareil, les enjeux du stationnement, la sécurisation des piétons, où les camions sont rois, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est le cœur névralgique de toute la logistique de la métropole pour les différentes activités économiques. Et puis la question du bâti, où souvent les plans d'occupation des sols privilégient une implantation au milieu des parcelles, avec des boîtes métalliques faiblement isolées. Et c'est un patrimoine, quelque part, qui s'est peu renouvelé. Et on peut voir sur la carte, dans la partie basse, qu'elle est très peu dense, en fait. Donc ça nous a fait réfléchir aussi sur comment, au XXIe siècle, accompagner ces secteurs, à la fois dans une logique de préservation des emplois. On est dans des périmètres pour la plupart intra-rocade, donc dans une nouvelle zone à faible émission au 1er janvier 2025. Et donc on a réfléchi, en prenant l'exemple sur la ville de Lormont, de la zone d'activité de la Gardette, à comment accompagner cette transformation avec les ressources que l'on a aujourd'hui. On voit bien qu'on ne peut pas aller au-delà des limites qui nous sont données. Et donc on a lancé des études de renouvellement urbain des zones d'activité économique. On a déjà travaillé sur la ville de Senon, sur la zone d'activité de Janzé. Là, je vous illustre la Gardette à Lormont, où le lauréat du marché public, c'est l'agence Antoine Musard, qui était lauréat d'Europan 15 sur la ville productive. Et donc, on a travaillé vraiment d'abord sur l'espace public, parce que quelque part, c'est la marge de manœuvre qui est la plus facile, on va dire, dans la maîtrise foncière, pour donner une impulsion et redonner un cadre. Donc on a travaillé notamment, on va dire, sur la sécurisation des flux, sur le cadre et le patrimoine paysager, et puis bien évidemment sur la programmation, à la fois comme entrée métropolitaine, puisqu'on est au cœur des grandes infrastructures que sont la rocade, l'autoroute A10, qui sont vraiment les vaisseaux sanguins d'arrivée de ces flux. Et puis, dans cette programmation économique, c'est aussi, par exemple, préserver l'employabilité des habitants en quartier politique de la ville autour des métiers de l'artisanat, bien évidemment aussi anticiper la mutation de ces métiers. On a par exemple dans cette zone beaucoup de secteurs automobiles. À l'aune du ZAN, ça fait réfléchir aussi, beaucoup d'enjeux de logistique. Donc on a travaillé, l'étude est encore en cours, sur un plan guide, en partant vraiment de la qualité première du site avec son patrimoine paysager qu'on a cherché justement à enrichir en travaillant sur la question des trames bleues et vertes, pour vraiment se dire qu'il y a un cadre existant qui est très qualitatif, mais qu'il faut essayer encore d'aller tisser dans quelque part un petit peu le remembrement à travers ce plan guide. On a ensuite, voilà, cette image, en fait, elle illustre un petit peu toutes les problématiques qu'on a essayé de tisser pour revenir sur l'espace public. On se rend compte que pour mettre en sécurité les piétons, les mobilités plus actives, il faut, et on a l'espace pour pouvoir séparer, mais tout en les regroupant et en offrant un cadre paysager qui permettra, je l'espère, de transformer ces secteurs, puisque les zones d'activité économique
et commerciales sont les principaux îlots de chaleur de Bordeaux Métropole. Donc peut-être en conclusion, le renouvellement urbain pour densifier, mais aussi permettre la perméabilité, ce sont sur les zones d'activité économique assez complexes, puisqu'on ne maîtrise pas tous les fonciers, contrairement aux opérations de renouvellement urbain en quartier politique de la ville, où là, que ce soit l'espace public ou les fonciers des bailleurs sociaux sont déjà acquis ou du moins maîtrisés. Et c'est des opérations qu'on réalise dans des échelles de temps d'une dizaine d'années. Donc là, sur ces secteurs économiques, il y a à la fois un enjeu, comme je le disais, de transformer l'espace public pour pouvoir redonner un cadre et une qualité de travail aux employés, mais aussi un accompagnement des investisseurs et des entreprises pour les accompagner dans cette transition. Et on le voit bien sur cette image, on a des formes urbaines qui sont différentes, une certaine densification, mais aussi pour libérer du foncier au sol, pour le végétal, mais garder le stationnement aussi, c'est-à-dire les fonctionnalités de ces parcs d'activités de demain. Ce qui nous avait beaucoup intéressé, effectivement, c'était le fait que vous avez une des zones en France, zones franches les plus importantes. Et finalement, ce sont des terrains privés, à peu près 3000 m² en moyenne, et avec la zone d'activité au milieu. Et vous travaillez sur la mixité programmatique, c'est-à-dire de sortir du zoning et essayer de faire venir aussi l'habitat plus proche de ces zones d'activité. On va avoir peut-être l'occasion d'en rediscuter lors des questions et des réponses. Michaelis, vous êtes lauréat du programme Engagé pour la qualité du logement de demain. Et dans ce cadre-là, vous travaillez de manière opérationnelle le sol, non pas comme un support, pas comme une surface, ce qu'on disait tout à l'heure, en 2D, mais plutôt dans son volume, en 3 dimensions, comme une ressource. Et c'est très intéressant comme démarche de voir comment on peut recycler ce sol et ne pas seulement l'utiliser ou l'enlever pour pouvoir faire ces opérations de construction. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre démarche et tout cet effort que vous faites dans le cadre finalement presque un prétexte, puisque c'est un programme expérimental de 31 logements. Vous avez fait un travail colossal à l'échelle du territoire sur le sol. Merci pour l'invitation. Et puis, lourde charge pour moi de conclure cette table ronde. Alors, c'est un projet sur lequel ce projet Sol contre un bien commun, donc on le travaille avec Maxime, qui a présenté juste avant le territoire. Et donc, on est donc sur la rive droite de Bordeaux Métropole. Et pourquoi ce nom Sol contre un bien commun? Parce que on s'est rendu compte, nous, en tant qu'architectes, en tant que concepteurs, que finalement, comme ça a été rappelé juste avant, les derniers sols qui nous restent sur nos métropoles, c'est des sols qui ont déjà eu des usages, qui ont déjà eu des passés et dont on hérite. Ils sont souvent très dégradés, donc soit par des pollutions, soit par des constructions existantes, soit par quelque part les activités qui ont précédé notre arrivée. Et ils sont aussi contraints par les infrastructures qui les entourent, mais à la fois, ils sont aussi reliés par ces infrastructures. Donc, ils sont contraints et bien communs parce que c'est une situation qu'on retrouve partout en France et au-delà, dans toutes les métropoles. Les derniers fonciers qui nous restent, c'est ceux-là. Mais c'est aussi notre bien commun, notre patrimoine collectif. Et donc, si on veut que ça soit un patrimoine et pas seulement qu'on les regarde comme des situations problématiques, il faut qu'on s'en empare collectivement et qu'on gère cette situation non pas à la parcelle, mais de façon beaucoup plus large, avec des systèmes de réflexion qui englobent beaucoup d'acteurs. Donc, ce projet, il répond aussi à donc, Engagé pour la qualité du logement de demain, qui est un programme lancé par le ministère en charge du logement et le ministère de la Transition. Et il est porté également par une pluralité d'acteurs qui comprend des aménageurs, des bailleurs, des collectivités, voilà, des acteurs aussi du monde de la recherche, de la société civile, donc architectes, ingénieurs, et également aussi des structures comme le GIP GPV Rive Droite,
qui fait un travail de gouvernance sur l'ensemble des communes de la rive droite de la métropole et qui permet d'avoir une vision beaucoup plus territoriale que simplement le contexte local qu'on peut prendre pour chaque projet. De loin, le premier déchet en France, c'est la terre excavée dans le bâtiment. Ça représente 200 millions de tonnes par an et ça représente 70% des déchets du BTP. Et ces terres excavées aujourd'hui, donc on les gère comme des déchets de façon très pragmatique. Hein. On prend la terre et puis on l'envoie en centre d'enfouissement ou de traitement. Mais il manque encore aujourd'hui vraiment une réflexion sur comment on arrive à revaloriser ces terres-là d'une autre façon. On le fait un peu pour l'aménagement, mais on ne le fait pas encore assez pour la construction. Donc le projet qu'on mène à plusieurs mains, et notamment avec le GPV, c'est de trouver des solutions pour revaloriser ces terres et d'en faire, donc nous dans notre cas à Lormont, un territoire d'expérimentation où on aura à la fois la revalorisation de ces espaces-là sur de l'espace public. Ces terres-là vont nous servir pour amender les espaces publics et créer donc une valeur sociale ajoutée. Et également trouver, merci pour les diapos, trouver une façon de les revaloriser dans de la construction, donc pour une haute valeur ajoutée dans le bâtiment. Ouais, super. Sur le contexte local, donc, on voit ici à l'écran le site d'extraction qui est sur la slide numéro 2 et le site de réception qui est sur la slide numéro 3. On a donc 10 km de distance, même pas, Maxime, 7 km je dirais, entre les deux. Et on a un projet qui est simple, c'est que sur une zone qui est identifiée, il va y avoir un ouvrage de franchissement qui est une trémie. Cet ouvrage de franchissement va nécessiter d'excaver à une profondeur assez importante, environ 30 000 tonnes d'argile. Donc comme vous l'imaginez, c'est un volume qui est assez colossal et qui va sortir de façon assez linéaire en fonction des phases. Et aujourd'hui, on a la grande chance d'avoir dans ces 30 000 tonnes une homogénéité qui nous permet de pouvoir penser une formulation pour en faire quelque chose d'autre que simplement l'envoyer en décharge. Et cette formulation-là, on est en train de la développer avec Nobatec INF4 et des entreprises, de façon à pouvoir créer un projet qui va donc revaloriser cette terre dans la construction pour un projet de logement, le cas échéant, mais aller au-delà et trouver dans cette terre-là un matériau local, créer des emplois locaux et utiliser ces déchets-là en ressources. Donc à l'échelle de notre territoire, donc de la rive droite, on est sur 345 000 tonnes de terre excavée qui vont sortir de terre sur les 10 prochaines années. Donc voilà, comme je le rappelle, ce qu'on voit ici, c'est vraiment de l'argile qui est sortie du site. Donc elle a cette caractéristique-là, elle est assez compacte et assez homogène. Donc c'est assez encourageant pour l'expérimentation qu'on mène sur la construction, parce qu'on a besoin d'une terre homogène et c'est le cas. Pour en faire, on a 2 techniques constructives qu'on a retenues qui vont être sous avis technique. Ces 2 techniques, c'est la brique de terre extrudée et la terre allégée. Donc ces 2 techniques-là, elles mobilisent à la fois des industriels pour la brique de terre extrudée et également des entreprises un peu plus communes qu'on peut retrouver sur, par exemple, du gros œuvre et qui permettent de mettre en œuvre cette matière-là de 2 façons différentes. Alors, juste avant de passer sur le sol en coupe, j'aimerais juste vous partager l'ensemble des acteurs qui sont mobilisés et à qui ce soir on aimerait rendre hommage, parce qu'il faut du courage et il faut aussi de l'investissement pour arriver à monter un projet qui dépasse simplement un cadre de la parcelle. Donc voilà, vous les aurez sur le webinaire en replay. Voilà, et le sol en coupe, c'est ce pourquoi nous on milite dans notre agence. C'est ce qui a été dit préalablement de façon très juste par tous les intervenants ce soir. C'est de se dire qu'aujourd'hui, on a vraiment une image des sols qui est une cartographie, qui est un plan masse. Et que si on y regarde de plus près, dans l'épaisseur du sol, on retrouve des natures différentes, des contraintes différentes. Et donc ça peut être des pollutions, ça peut être la qualité du sol, ça peut être beaucoup de choses. Et chacune de ces couches peut être valorisée d'une façon tout à fait singulière. Donc aujourd'hui, sur un des projets qu'on mène, on a la revalorisation des remblais pour en faire, les garder en place et conserver
les corridors écologiques qui existent, conserver les écosystèmes qui existent et créer des espaces publics qualitatifs qui purgent les sols et qui permettent de recréer du lien social là où avant il y avait des espaces abandonnés et hostiles, et sur des couches qui sont plus profondes, qui n'ont pas été abîmées par l'action humaine, qui sont donc des argiles inertes non remaniées, donc sans aucun polluant. Là, on arrive à dégager des argiles qui sont tout à fait saines et tout à fait exploitables, et dans leurs caractéristiques matérielles et dans leurs caractéristiques chimiques, de façon à créer vraiment des matériaux de construction. Donc en termes de chiffres, on a quelque chose à vous partager. C'est à peu près 1,5 hectare de zone naturelle qui va être revalorisée. Et au niveau des briques de terre crue et de la terre allégée, on est encore sur les prototypages. Donc on vous en dira plus un peu plus tard. Voilà, donc pour passer de cette terre qui existe aujourd'hui dans le sol à vraiment un produit qu'on peut mettre dans le bâtiment, qu'on peut aussi disposer de façon plus générale et proposer dans des cahiers des charges d'aménageurs, il y a tout un protocole qu'il faut qu'on mette en place, qu'on a mis en place déjà en partie, et qui nous permet d'assurer vraiment une traçabilité entre la terre et le matériau final dans le bâtiment, et d'avoir donc à la fois d'un côté assurantiel la certitude qu'on est bon, et d'un côté technique la certitude que voilà, c'est un produit qui tient la route, et non seulement qui permet d'apporter de la qualité dans les logements, parce qu'on a vraiment une inertie thermique qui est fantastique, mais en plus qui permet sur des bilans d'opération aujourd'hui où on envoie des terres on ne sait pas trop où, qui permet donc de vraiment repenser ce système de ménagement des sols. Voilà, donc ce projet qu'on développe ensemble avec Maxime, c'est un projet qui permet de ne pas opposer quantitatif et qualitatif, et qui vraiment tend à... C'est pas la solution, mais c'est une solution pour essayer de revaloriser ce qu'on considère aujourd'hui comme des déchets en ressources pour demain. Merci, Michaelis. Si j'ai bien compris, il y a quelques freins aussi. Aujourd'hui, c'est compliqué de revaloriser les terres qui viennent d'une autre commune sur la commune voisine. Et c'est en ça que c'est très expérimental, parce que vous êtes en train d'enlever aussi les freins juridiques sur cette question-là. Ce que, par exemple, à l'échelle de Grand Paris Aménagement, on sait faire, mais que là, d'une commune à l'autre à Bordeaux, on ne peut pas faire, et qu'il va falloir réfléchir à tout ça. Ce qui m'amène à une des questions qui est posée, qui est: est-ce que pour accompagner ce type de démarche, est-ce qu'il ne faut pas remodeler aussi le PLUI, c'est-à-dire vraiment entre autres, plus en amont, venir revoir les règles selon lesquelles on peut construire, et les règles urbaines. Je ne sais pas lequel vous voulez. Sur le plan local d'urbanisme, on voit bien que beaucoup de métropoles travaillent sur des évolutions réglementaires pour devenir des plans locaux d'urbanisme bioclimatiques. Et la question de l'économie circulaire est un vrai enjeu, de pouvoir uploader ces documents administratifs. Mais quelque part, le PLU aujourd'hui n'interdit pas de faire de l'économie circulaire. On voit bien que les freins, ils pourraient être favorisés, mais... chacun, entre guillemets, doit porter sa croix pour accélérer ces transitions. Par exemple, les aménageurs ou comment dirais-je, des labels qui permettent de donner une impulsion politique territoriale, mais aussi, en fait, chacun est acteur. Dans un concours, un maître d'œuvre, il peut très bien apporter des solutions que n'avait pas imaginé le maître d'ouvrage. En fait, c'est une sorte de course de relais, parce que, comme je connais bien le territoire, je sais que la briqueterie qui va pouvoir réceptionner vos terres, c'est une briqueterie qui avait accepté d'éteindre ses fours pour faire de la terre crue, des briques de terre crue, mais avait la problématique de ne pas avoir suffisamment de terre disponible localement, et donc aller la chercher à Toulouse.
Et vous, dans votre démarche, vous êtes en train de donner la possibilité de faire évoluer, vous prenez le relais pour rendre possible la courte distance finalement, et que ce soit les terres d'à côté qui viennent nourrir cette briqueterie, et que tous les architectes finalement, y compris vous, vous puissiez utiliser ces briques pour votre construction. Donc c'est une sorte d'économie circulaire que vous êtes en train de créer, et c'est très intéressant comme démarche. On me pose des questions de ressources par rapport au schéma que vous avez présenté, Margot. Est-ce que ces schémas peuvent être accessibles? J'imagine qu'ils sont sur votre site. Est-ce que vous voulez aussi, parce que vous avez eu moins de temps, c'est le désavantage de commencer, si vous avez envie de rebondir sur ce qui vient d'être dit, je vous redonne la parole. Alors sur les schémas, ils ne sont pas sur notre site, ils viennent de cours de pédologie à AgroParisTech. Je pourrais sans doute les transmettre aux personnes intéressées sans difficulté en citant les auteurs. Par rapport à tout ce qui vient d'être dit, il y a beaucoup de choses, mais j'en reviens à notre objet qui est d'essayer justement de lever ces différents freins dont vous venez de parler. Alors on vient de démarrer il y a quelques années notre travail, et il y a un nombre de freins à lever considérable. Mais celui qui revient le plus souvent, j'ai l'impression, c'est quand même souvent la question du coût. Vous avez parlé tous les deux d'investissement. Et donc là, j'aurais envie de mettre en avant une démarche qu'on est en train de mener, qui est la création d'un bilan d'opération de transition foncière, dont l'idée est d'intégrer au bilan d'aménagement les enjeux de dette écologique qu'il y a à détruire les fonctionnalités des sols, dans l'objectif de renchérir les opérations qui artificialisent des sols, et par comparaison de rendre plus attractives, moins chères en réalité, des opérations vertueuses sur le plan du respect des fonctionnalités des sols. Donc là, sur cet outil-là, on est assez avancé, on entame une phase de test. Donc on a déjà créé ce bilan, donc ça se présente sous la forme de plusieurs tableaux à remplir à la suite d'un diagnostic sol, qui permettent d'évaluer et de donner une valeur non pas aux fonctions en elles-mêmes, c'est-à-dire qu'on ne va pas calculer le prix du kilo de vers de terre à l'hectare ou au mètre carré. Par contre, on va mesurer, chiffrer économiquement la dette qu'il y a à détruire ces fonctions, en chiffrant le coût que ça prendra de renaturer à l'identique les fonctionnalités initiales du sol. Donc ça, c'est un travail qui est disponible sur notre site internet, donc transitionfoncière.fr, dans la rubrique outils. Vous avez donc ce livrable intermédiaire avec les tableaux qui entrent en phase de test, et l'objectif derrière, donc avec notre branche plaidoyer, c'est de porter ce bilan auprès notamment des acteurs publics pour qu'ils puissent l'intégrer, enfin demander ce bilan en fait au moment des marchés, et aussi que ce soit un élément qui puisse être éventuellement discriminant lors de demandes de subventions. Donc voilà, c'était une initiative que je souhaitais mettre en avant sur la question concrète de comment réussir cette transition foncière. Et je pense que cette question du modèle économique, elle est essentielle. J'ai une question qu'on me pose. Ne craignez-vous pas que de créer une filière industrielle risquera dans 10 ans d'amener de l'extraction d'argile après le projet de construction? Déjà, si on arrive à revaloriser 30 000 tonnes, trop de réussite. Ça sera bien. Et puis, il y a encore une autre trémie qui arrive, donc il y aura encore 30 000 tonnes. Et là, je vous parle vraiment qu'à Florac. Donc j'imagine que sur d'autres communes et puis au-delà, on va en trouver. Mais la vraie difficulté, c'est d'arriver à trouver un gisement qui soit assez conséquent pour que ça puisse être industrialisable, entre guillemets, ou en tout cas reproductible avec la même argile, et pas devoir recommencer les protocoles d'une façon effrénée, parce que c'est beaucoup de temps, et c'est du temps qui impacte aussi les opérations et d'aménagement et les opérations de construction. Et puis c'est aussi un investissement financier pour les porteurs de projets. Mais dans tous les cas, c'est pour ça que nous aussi on développe 2 systèmes, un industriel et un beaucoup plus artisanal, de façon à ni créer de monopole, ni créer on va dire de dépendance sur un matériau ou une façon de l'appliquer techniquement. Très bien. Clémence, lors de votre intervention, nous demande, est-ce que vous pensez que le but d'arriver à zéro artificialisation des sols en 2050, dans plus de 35 ans, est réaliste et vraiment atteignable? Ça tombe sur vous.
Moi, je pense qu'en tout cas, il faut y croire. Et en fait, je suis absolument persuadée que le zéro artificialisation nette, enfin, ce que nous a apporté cette loi, malgré évidemment, enfin, derrière les querelles de chiffres et puis de distribution des droits artificialisés qu'on peut y mettre, je pense qu'au contraire, il y a un projet de territoire assez passionnant. Et en fait, justement, cette ZAN, elle a fait émerger toute cette culture et ce savoir et cette science sur les sols qu'on n'avait pas ce genre de débat avant, pas du tout. Voilà, je trouve que ça a ouvert notre champ énormément. Nous, les architectes, moi, je suis allée écouter des cours de pédologie, de microbiologie des sols, ce que j'aurais jamais fait avant. Et en fait, c'est assez passionnant. Et au contraire, tout ce que ça raconte en termes de logique de territoire, de quelle échelle prendre. Enfin, est-ce qu'il faut s'adresser plutôt justement à l'échelle d'un PLUI, à l'échelle d'un bassin versant, tout ce que ça raconte sur la coopération entre territoires, entre les territoires qui ont des opportunités justement, que ce soit des ressources, que ce soit en termes de ressources, que ce soit de l'argile, que ce soit des bâtiments déjà construits, des mètres carrés, voilà, et les territoires qui justement manquent de ressources. Eh ben, justement, on passe de logiques, voilà, de réciprocité, de coopération qui viennent remplacer peut-être les logiques de concurrence entre territoires. Et je pense que ça, c'est assez passionnant, en fait. Très bien. Et en parlant de logique de concurrence, j'ai bien aimé aussi la mission que vous donnez à l'Institut de la transition foncière, de dire que vous voulez accompagner finalement les collectivités aujourd'hui politiquement pour ne pas mettre dos à dos et sortir de ce schéma où on met dos à dos le territoire agricole avec le territoire urbain et qu'on parle des sols en général et qu'on puisse effectivement repenser la loi à travers le sol et pas qu'est-ce qui est urbanisé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est quand même quelque chose qui peut être une avancée et puis qui peut rassurer, je pense, les collectivités qui ont énormément d'interrogations par rapport à cette loi et la façon d'y arriver. Oui, ben ça, je rejoins ce qui vient d'être dit à l'instant sur vraiment la coopération qu'il est possible de faire et que vous soulignez à juste titre. Et effectivement, sur cette question un peu épineuse du ZAN, je partage aussi le fait que il faut qu'on y arrive. Et en fait, nous, on croit à cet objectif, on croit à la trajectoire et on croit que la question n'est pas faut-il le faire, mais comment et ce n'est pas revoir les objectifs, revoir la trajectoire, mais doter les collectivités davantage d'outils pratiques, d'exemples sur que ce soit les modèles économiques, les coopérations. Et donc, c'est l'objet de cette table ronde. Et pour ça, on peut remercier l'Ordre des architectes. En tout cas, merci beaucoup à tous d'être venus nous expliquer ce que vous faites. On voit que ça avance très bien, ça avance vraiment de mois en mois, on évolue. On parle plus de recyclage des matériaux, mais maintenant de recyclage du sol. Et on va pouvoir ménager un peu mieux nos territoires, j'espère. Et on ne lâchera pas l'affaire. Et les architectes, vous êtes vraiment très, très partie prenante. Il va falloir qu'ensemble, on avance sur le sujet. Merci beaucoup et à bientôt. Bonne soirée.